Cet après-midi, je vous raconte la duchesse de Bourgogne, devenue dauphine de France, oui, mais elle n'a pas eu le temps de régner, ou la véritable histoire de Marie-Adélaïde de Savoie, la mère du roi Louis XV qui n'a jamais été reine. Quelle a été l'influence de cette jeune femme à la cour de Versailles? Quelle était sa relation avec Louis XIV? Comment ses contemporains la décrivaient-elles? Europe 1, 15h, 16h, historiquement vôtre. le récit, Stéphane Bern. Les premiers jours de février 1712 sont bien sombres à la cour de Versailles. Accablé par la guerre et le malheur, l'astre royal y a perdu de son éclat. Âgé de 73 ans, Louis XIV décline, tandis que l'infortune s'abat une nouvelle fois sur ses épaules. Il y a moins d'un an, en effet, que son fils, le grand dauphin, est mort. Et voici que la nouvelle dauphine de France, la si vive et charmante Marie-Adélaïde de Savoie, se trouve à son tour au plus mal. Dans les grands appartements autrefois occupés par la reine Marie-Thérèse, où Louis XIV a installé la duchesse de Bourgogne à son arrivée à la cour, l'atmosphère est lourde. Depuis plusieurs jours, Marie-Adélaïde est en proie à une forte fièvre et souffre de très violents maux de tête. Elle est même parfois sujette à des accès de délire. Son époux, le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV et dauphin de France, la veille pendant plusieurs nuits dévorée d'inquiétude. Quant au grand roi et à madame de Maintenon, qui aiment cette jeune femme comme s'il s'agissait de leur propre fille, ils se préparent au pire. Princesse digne, lumineuse et insaisissable, dont Saint-Simon fera plus tard l'éloge dans ses mémoires, dauphine de France depuis 10 mois à peine et mère de 2 petits garçons, Marie-Adélaïde de Savoie n'a pas encore régné, qu'elle se meurt déjà, à seulement 26 ans. Les saignées, boissons émétiques et autres traitements douteux qu'infligent les médecins les plus éminents du royaume à Marie-Adélaïde de Savoie ne viennent pas à bout de ce qu'on diagnostique alors comme une rougeole, mais qui serait plus vraisemblablement une septicémie bactérienne d'origine dentaire, selon l'historien Olivier Chaline. Les prières n'aidant pas davantage à ces guérisons, il ne reste plus alors qu'à confier la duchesse aux derniers soins d'un confesseur. Avant d'expirer, Marie-Adélaïde dresse ce constat terrible rapporté par les témoins de ces dernières heures. Princesse aujourd'hui, demain rien, dans 2 jours oubliée. Lucide sur le sort que le temps réserve aux éternelles dauphines, Marie-Adélaïde de Savoie se méprend toutefois sur son compte. Plus de 3 siècles après son décès, le triste destin de cette princesse de l'Ancien Régime, emportée si jeune, continue de fasciner. Et ce, grâce aux écrits qui lui sont consacrés par ses contemporains, à commencer donc par Saint-Simon. Pour comprendre l'admiration que lui vouait le célèbre mémorialiste et quel rôle de taille a en réalité joué Marie-Adélaïde de Savoie dans l'histoire de France, il faut évidemment remonter un peu le fil des événements. À l'automne 1696, lorsque son cortège parti de Turin rencontre solennellement celui de Louis XIV à Montargis, dans le Loiret, la toute jeune Marie-Adélaïde de Savoie éblouit immédiatement le grand roi Soleil. Elle a la meilleure grâce et la plus belle taille que j'ai jamais vue, écrit le monarque à madame de Maintenon, demeurée à Versailles. Habillée à peindre et coiffée de même, des yeux vifs et très beaux, des paupières noires et admirables, le teint fort uni, blanc et rouge comme on peut le désirer, les plus beaux cheveux noirs que l'on puisse voir et en grande quantité. Et le roi de 58 ans constate qu'il n'est pas le seul à être charmé. Elle a quelque chose d'une Italienne dans le visage, mais elle plaît, précise-t-il, et je l'ai vue dans les yeux de tout le monde. À son côté, son frère, dit monsieur, qui n'est autre que le grand-père paternel de la princesse savoyarde, est sensiblement touché par la grâce naturelle de cette petite fille qu'il rencontre pour la première fois. Le grand dauphin, futur beau-père de la princesse, ne trouve, semble-t-il, rien à redire non plus. Quant au duc de Bourgogne, qui patiente quelques kilomètres plus loin, à Nemours, et à qui la jeune fille de 10 ans est promise, il en tombera bientôt, éperdument amoureux. Louis XIV a de quoi se réjouir en mariant l'aîné de ses petits-fils légitimes à la charmante fille aînée du duc de Savoie, Victor Amédée II. Le roi de France ramène non seulement la paix dans son royaume, scellant son alliance avec le duché de Savoie voisin et parvenant ainsi au terme de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Mais il trouve aussi
en la personne de Marie-Adélaïde, une source de réconfort et de joie au quotidien. La compagnie de la future souveraine lui plaît au plus haut point, bien davantage que celle de l'ancienne grande dauphine, décédée 6 ans auparavant. Et toute la cour se réjouit avec lui de voir ce nouveau visage faire ses premiers pas à Versailles. Il faut dire qu'au crépuscule du grand siècle, la vie au palais n'a plus tout à fait la même saveur que lorsque le roi s'y est installé une quinzaine d'années plus tôt. Les fêtes y sont rares, les courtisans s'y ennuient, et Louis XIV, qui passe de plus en plus de temps dans son domaine de Marly, à quelques kilomètres de là, semble lui-même lassé de l'immensité et du luxe ostentatoire de ce monument majestueux qu'il a fait bâtir à sa gloire. Le roi vieillit et il n'a plus le cœur aux amusements insouciants. À près de 60 ans, il aspire naturellement à plus de tranquillité et autant que cela est possible pour un monarque absolu, à davantage d'intimité. Désormais, dès qu'il le peut, Louis XIV laisse donc le soin à son fils le grand dauphin de le représenter en public. Et il comptera bientôt sur la nouvelle première dame du royaume, sa petite-fille Marie-Adélaïde, pour égayer et distraire sa cour. Pour l'heure, jugée encore trop jeune pour se marier, la princesse savoyarde vit sous la surveillance rapprochée de Madame de Maintenon, qu'elle appelle familièrement ma tante ou bonne maman, et qui doit d'ailleurs parfaire son éducation aux mœurs françaises. La mère de la jeune fille, Anne-Marie d'Orléans, nièce de Louis XIV, a d'ailleurs sans doute commencé à l'y préparer en Italie. Cela expliquerait pourquoi Marie-Adélaïde semble aussi à l'aise auprès du roi de France. Taquine et affectueuse, elle s'amuse à lui jouer des tours enfantins pour le faire sourire, et le souverain la laisse faire, charmé et visiblement heureux. Aux yeux de Louis XIV, ce mariage, célébré le 7 décembre 1697, au lendemain des 12 ans de Marie-Adélaïde de Savoie, est à la fois un fin coup politique et un accomplissement personnel et une consolation qui adoucira ses vieux jours. Du point de vue de la jeune fille, cependant, on peut penser que les événements apparaissent sous un jour assez différent. Il faut dire que le duc de Bourgogne, son époux, âgé de 15 ans, n'est pas un garçon très plaisant. Saint-Simon, notamment, le décrit en des termes peu flatteurs. Il était plutôt petit que grand, le visage long et brun, le haut parfait, avec les plus beaux yeux du monde, concède le mémorialiste, mais le bas du visage assez pointu, le nez long, élevé, mais point beau, n'allait pas si bien, écrit-il. Saint-Simon trouve en outre au mari de Marie-Adélaïde des cheveux trop crépus, des dents trop en avant, ou encore des jambes trop longues. Et le mémorialiste n'est pas le seul à la cour à avoir un avis si sévère. Autre témoin du règne de Louis XIV, à la plume non moins acérée, la princesse palatine précisera plus tard dans sa correspondance que le jeune homme avait en effet une vilaine bouche et un teint maladif, qui était fort petit et contrefait et avait une taille affreuse. Au fil des ans, dit-on, le jeune homme risque même de devenir bossu. Mais ces imperfections physiques ne seraient sans doute rien si une réelle divergence de caractère ne séparait les deux époux. Excessivement pieux, le duc de Bourgogne verserait presque dans la bigoterie, quand la joyeuse duchesse, elle, n'aspire qu'à se divertir. Voici désormais Marie-Adélaïde unie à un futur roi que ses contemporains décrivent comme son opposé en tout point. Qu'importe cependant, en ce mois de décembre 1697, Versailles est à la fête. Après de longues années de guerre, il est toujours bon de rappeler la puissance et la magnificence du royaume de France, et les festivités données à l'occasion du mariage de son petit-fils avec Marie-Adélaïde de Savoie sont l'occasion pour Louis XIV de renouer avec la tradition des réceptions majestueuses à Versailles. Après la cérémonie religieuse, le souper et la traditionnelle, et tout à fait symbolique en l'occurrence, cérémonie de mise au lit des époux, vient enfin le temps des rires et des plaisirs. Le 11 décembre 1697, pour le plus grand bonheur des courtisans qui se languissaient depuis si longtemps, un bal somptueux est donné dans la galerie des Glaces. Puis pendant plusieurs jours, les opéras et autres réjouissances se succèdent pour célébrer l'union de ces deux adolescents destinés, plus tard, à régner. Louis XIV fait installer sa petite-fille, comme il la nomme affectueusement, dans les grands appartements qu'occupait jadis sa défunte épouse et plus récemment la grande dauphine Marianne de Bavière. Désormais, je vous le disais en ouverture, c'est Marie-Adélaïde qui, malgré son jeune âge, tient la place de première dame à la cour. Et à ce titre, sans doute, et pour faire le bonheur de cet enfant qui le charme tant, le roi n'a de cesse de la gâter. L'année suivant le mariage, il fait ainsi agrandir pour Marie-Adélaïde la ménagerie royale qui se trouve alors
au fond du parc de Versailles, à l'extrémité sud du Grand Canal. Construite par Louis le Veau dès 1663, elle est rénovée par le second grand architecte du règne du roi Soleil, Jules Hardouin-Mansart. Celui-ci agrémente le pavillon octogonal imaginé par le Veau et entoure de différents enclos des animaux exotiques. Il fait notamment aménager un jardin spécialement pour la duchesse de Bourgogne, où Marie-Adélaïde est libre de jouer à sa guise. Dans son plus petit domaine de Marly, où la duchesse dispose également d'un appartement, Louis XIV fait également installer des jeux en plein air, comme le jeu du mail, ancêtre du croquet, ou une balançoire. Le monarque, Madame de Maintenon le voit bien, est heureux lorsque sa nouvelle petite-fille l'est aussi. Alors, pour ménager son époux, elle passe presque tout à Marie-Adélaïde. Ses promenades nocturnes dans les jardins, comme son idée de s'essayer à la comédie, ne lui valent pas de réprimande, car la jeune femme risquerait alors de perdre cette joie enfantine qui illumine le quotidien du grand roi. Et quoi de plus sacré dans le royaume que la bonne humeur du souverain? Chose rare, Louis XIV tolère même l'irrévérence touchante de Marie-Adélaïde de Savoie, un brin d'impertinence qu'elle cultive par égard pour sa majesté, le voyant sourire à ses facéties, et qui lui vaut l'affection profonde et paternelle de celui qui est après tout son grand-oncle. C'est bien simple, selon Saint-Simon, Marie-Adélaïde de Savoie s'acquit une familiarité avec Louis XIV et Madame de Maintenon dont aucun des enfants du roi, non pas même les bâtards, n'avait pu approcher. De quoi évidemment éveiller les jalousies, cela va de soi, en particulier parmi les filles légitimées de Louis XIV, nées de ses amours passés avec Louise de la Vallière et la marquise de Montespan. Les invitations systématiques de Marie-Adélaïde de Savoie à Marly, où le roi n'accueille qu'une liste très restreinte d'une soixantaine de courtisans, dont pouvaient même être exclus certains membres de la famille royale, en agacent aussi plus d'un. Mais nul ne peut rien contre la volonté du roi, qui ne semble plus vouloir se séparer de la douce et espiègle Marie-Adélaïde de Savoie. Dès l'aube du XVIIIe siècle, atteignant l'âge de 15 ans, elle devient, selon ses vœux, le nouveau visage des bals versaillais. Aux côtés de son beau-père, le grand dauphin, tandis que le roi se fait discret et que son mari est trop occupé à ses prières, c'est elle qui anime les festivités. Et elle le fait du ton à merveille. Saint-Simon en témoigne. Sa gaieté jeune, vive, active, animait tout, et sa légèreté de nymphe la portait partout comme un tourbillon qui remplit plusieurs lieux à la fois et qui y donne le mouvement et la vie. Elle ornait tous les spectacles, était l'âme des fêtes, des plaisirs, des bals, et y ravissait par les grâces, la justesse et la perfection de sa danse. Ainsi, dès 1700, l'heure des mascarades, des jeux et des comédies sonne de nouveau à Versailles. Pourtant, derrière le masque souriant, les traits soucieux et le regard lointain qu'affiche parfois Marie-Adélaïde trahissent une certaine mélancolie. Une tristesse peut-être due à la distance que lui inspire son époux et qui grandira avec la guerre qui s'annonce. Le 1er novembre 1700, en effet, le roi d'Espagne Charles II meurt sans descendant, laissant les puissances d'une Europe bientôt à feu et à sang se disputer son trône et son immense empire. De l'Espagne aux Pays-Bas, en passant par ses possessions d'Italie et ses colonies des Indes et d'Amérique, le territoire sur lequel régnait Charles II d'Espagne est infiniment riche et vaste. Aussi, lorsqu'en mourant, le monarque décide de léguer sa couronne au duc d'Anjou, le deuxième petit-fils de Louis XIV, il déclenche irrémédiablement la guerre entre les puissances rivales que sont la France des Bourbons et le Saint-Empire des Habsbourg, et entre les deux, le duché de Savoie. Lorsque le 16 novembre 1700, Louis XIV annonce que son petit-fils accepte de devenir roi d'Espagne sous le nom de Philippe V, le conflit semble inévitable. La scène est restée célèbre. Sortant de son cabinet, après avoir présenté à l'ambassadeur d'Espagne son nouveau souverain, Louis XIV déclare à sa cour : « Messieurs, voici le roi d'Espagne. La naissance l'appelait à cette couronne. Toute la nation l'a souhaité et me l'a demandé instamment. C'était l'ordre du ciel, je l'ai accordé avec plaisir. » La volonté divine n'empêche pas pour autant la guerre de succession d'Espagne, qui démarre dès 1702 et sera dévastatrice. En plus d'être meurtrière, elle vide les caisses de l'État au point que Louis XIV préférera bientôt faire fondre sa vaisselle d'or que de demander encore des efforts à son peuple, déjà victime des catastrophes climatiques qui frappent régulièrement le pays.
Et comme si cela n'était pas assez, pendant les 11 années que dure le conflit, les mauvaises nouvelles se succèdent à la cour de France. D'abord, en 1701, le frère du roi, Philippe d'Orléans, surnommé Monsieur, décède à près de 61 ans d'une hémorragie cérébrale. Puis en 1703, le duc de Savoie rompt son alliance avec la France pour rejoindre la coalition européenne formée contre elle et l'Espagne. Comble du chagrin pour Marie-Adélaïde, elle voit désormais sa patrie d'adoption et sa famille française aux prises avec son pays d'origine et ses propres parents. À 18 ans, malgré son application à paraître enjouée en public, la duchesse de Bourgogne se désole aussi de multiplier les fausses couches depuis 3 ans. Le 25 juin 1704, enfin, elle met au monde un premier fils. La naissance du petit duc de Bretagne suscite l'allégresse dans le royaume et donne lieu, entre autres réjouissances, à une fête à Marly organisée par Louis XIV. Le roi de France peut exulter en effet. Songez qu'à l'âge de 65 ans, il devient arrière-grand-père. Mais les effusions de joie sont malheureusement de courte durée. Le sort s'acharne sur Marie-Adélaïde de Savoie, qui, moins d'1 an après avoir accouché, doit affronter la perte de ce premier enfant. Face aux événements, elle est cependant contrainte de se montrer digne et souriante en toutes circonstances. Son rang l'oblige à faire taire son chagrin, tout comme à supporter la tête haute, les calomnies dont elle est naturellement la cible. On prêterait ainsi à la duchesse de Bourgogne de nombreux amants parmi ses courtisans. Le marquis de Nangis, pour qui elle semble éprouver une tendresse véritable, un certain monsieur de Molévrier, amoureux transi qui finira par se tuer de désespoir, le duc de Fronsac ou même l'abbé de Polignac. Pourtant, ce qui semble alors préoccuper en premier lieu Marie-Adélaïde de Savoie, c'est son devoir envers le royaume de donner naissance à un héritier, car un jour, son époux, le duc de Bourgogne, deviendra roi, puis un fils lui succédera. Et malgré les grossesses difficiles auxquelles sa santé fragile contraint Marie-Adélaïde de Savoie, elle répond à ses obligations. Le 8 janvier 1707, elle donne naissance à un deuxième fils, titré à son tour duc de Bourgogne. L'horizon de la duchesse de Bourgogne semble s'éclaircir. Si la guerre de succession d'Espagne n'est pas finie et continue de lui déchirer le cœur, au moins éprouve-t-elle la fierté de voir son mari prendre le commandement de l'armée de Flandre en 1708. Le duc de Bourgogne se révèle en réalité mauvais tacticien, mais Marie-Adélaïde de Savoie, elle, démontre qu'elle a bien l'audace et la volonté d'une future reine. Le 11 juillet 1708, lorsque le duc de Bourgogne, accompagné du duc de Vendôme, essuie une défaite coûteuse et humiliante à Oudenarde face aux troupes anglo-impériales, elle se montre prête à tout pour préserver l'image et la réputation de son mari et futur roi. En militaire aguerri, le duc de Vendôme blâme en effet la compétence du petit-fils de Louis XIV et affirme qu'elle leur aurait coûté la victoire. Il demande au souverain de rappeler le duc de Bourgogne à Versailles, ce que Marie-Adélaïde exhorte à refuser afin de sauver l'honneur de la famille royale. La haine de la duchesse contre Vendôme vaut ainsi aux militaires d'être un temps écartés. On vit cet énorme colosse tomber par terre par le souffle d'une jeune princesse sage et courageuse, commande Saint-Simon, toujours aussi prompt à vanter les mérites de la belle Marie-Adélaïde. À seulement 22 ans, la voici qui témoigne d'un caractère affirmé bien plus complexe que ne le laissait penser jusqu'alors son apparente insouciance. En dépit de sa jeunesse, Marie-Adélaïde de Savoie a toute la confiance de Louis XIV. Et c'est elle, cette petite fille qu'il adore, qui met au monde son successeur, le futur Louis XV. Le 15 février 1710, Marie-Adélaïde de Savoie donne ainsi naissance à un troisième fils, le petit duc d'Anjou. Nul ne sait encore que cet enfant succédera à son puissant arrière-grand-père sur le trône. Et pour cause, celui qui est appelé à régner après Louis XIV et son fils aîné, le grand dauphin, le petit garçon n'est que le 4e dans l'ordre de succession, après son grand-père, son père et son frère aîné. Ironie de l'histoire, Louis XV tient son pouvoir d'une succession terrible de drames qui vont alors toucher sa famille. Le duc d'Anjou n'a que 1 an et 2 mois quand son grand-père, le grand dauphin, meurt de la variole, le 14 avril 1711. Après avoir patienté en vain pendant 49 longues années, le fils du roi Soleil s'éteint sans avoir régné. Il n'est pas le premier et ne sera pas le dernier. La promesse de la couronne revient alors à la génération suivante. À respectivement 27 et 25 ans, le duc et la duchesse de Bourgogne deviennent dauphins et dauphines de France.
Le couple, très aimé, malgré ses dissemblances, fait espérer au peuple un renouveau de la monarchie, un vent de fraîcheur qui s'annonce. Mais c'est la mort qui plane finalement à Versailles. Tombée brutalement malade alors que la paix avec son pays natal se profile, la jeune Marie-Adélaïde de Savoie décède tragiquement le 12 février 1712. 6 jours plus tard, l'épidémie de rougeole qui sévit à la cour emporte son mari, le dauphin. Après avoir enterré son fils, le vieux roi Louis XIV perd ainsi coup sur coup son petit-fils et sa bien-aimée petite-fille, Marie-Adélaïde. Et son inquiétude grandit lorsqu'il voit ses 2 arrière-petits-fils, le duc de Bretagne et le duc d'Anjou, tomber malades à leur tour. Le duc de Bretagne, deuxième fils de Marie-Adélaïde de Savoie, meurt le 9 mars, à seulement 5 ans, épuisé par les traitements brutaux et inutiles des médecins. Louis XIV, qui pensait sa succession assurée, n'a plus désormais qu'un unique héritier direct, le petit duc d'Anjou, que sa gouvernante, Madame de Ventadour, sauve de la rougeole et de l'incompétence des médecins, en le soignant elle-même. En moins d'1 an, 3 dauphins de France sont morts successivement. Le malheureux duc d'Anjou, à seulement 2 ans, se retrouve privé de ses parents et de son grand frère. 3 ans plus tard, en 1715, il perdra aussi son arrière-grand-père, le grand roi Soleil. Ainsi, Louis XV, fils du duc et de la duchesse de Bourgogne, n'était pas destiné à régner, ni sa mère, Marie-Adélaïde de Savoie, à être oubliée. Europe 1, historiquement vôtre. Elisabeth Alourgo, merci d'être toujours avec nous sur Europe 1. Un mot pour commencer sur le duché de Savoie. Marie-Adélaïde, fille de Victor Amédée II, duc de Savoie, en est originaire. En 1697, son mariage avec le petit-fils de Louis XIV scelle la paix entre la France et ce petit État. Quelle est alors l'importance politique et militaire du duché de Savoie en Europe ? Oui, le duché de Savoie, c'est un tout petit État, en effet. Il a très peu d'effectifs militaires. Donc, les ducs de Savoie ne sont pas des grands souverains par rapport, par exemple, au roi d'Espagne, au roi de France ou à l'empereur. Mais l'État de Savoie contrôle les passages entre la France et l'Italie, et notamment les Milanais. Les Milanais disputés depuis toujours entre l'Espagne, les Habsbourg et la France. Et donc, ça a fait un enjeu crucial du point de vue politique et militaire. Et les ducs de Savoie jouent beaucoup sur cela. Et ils ont une politique funambulesque. Et il faut dire que Victor Amédée II, qui est le père de Marie-Adélaïde, c'est un maître de ces jeux, ces doubles jeux entre la France, l'Espagne et l'Empire. Donc, c'est une et on peut rappeler d'ailleurs qu'il est marié avec la nièce de Louis XIV, il est marié la fille de Monsieur Frère du Roi. Avec Anne-Marie d'Orléans, qui est la fille cadette de Mademoiselle de Valois, qui est la fille cadette de Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV. Donc, il y a toujours ces jeux entre Espagne, Habsbourg et France, dont en effet les ducs de Savoie savent très bien profiter. En 1696, c'est une toute jeune fille appelée à régner qui quitte le duché de Savoie pour rejoindre le château de Versailles où son éducation est prise en charge par Madame de Maintenon. Quelle idée l'épouse secrète de Louis XIV se fait-elle du statut de reine ? Comment est-ce qu'elle veut façonner en quelque sorte Marie-Adélaïde ? Alors, je sais, aujourd'hui, il y a un peu cette mode de chercher les côtés féministes chez les reines et les princesses. Alors, il faut dire que Madame de Maintenon n'est pas du tout une féministe avant l'heure. Elle est une pédagogue chrétienne qui a une très longue expérience d'éducatrice. En effet, elle a formé, elle a éduqué les enfants légitimés de Louis XIV, de Madame de Montespan et de Mademoiselle de la Vallière. Et elle veut former Marie-Adélaïde au métier de reine, parce que pour Madame de Maintenon, comme pour Louis XIV, pour le métier de roi, être reine, c'est un véritable métier. Et donc, elle ne veut en faire ni une dévote confite en dévotion, ni une savante, ni une précieuse. Elle veut la former au métier de reine, elle veut lui apprendre à jouer ces beaux personnages de reine. Ce sont les propres mots de Madame de Maintenon.
Donc, un devoir de représentation et c'est un métier, en effet, qui demande beaucoup de dignité et beaucoup de Mmh. modestie. C'est un peu ce mélange de modestie et de dignité Mmh. qui fait l'attrait des reines et des princesses de l'Ancien Régime, je trouve. Oui. Bon, il y a une chose aussi qu'elle doit accepter, c'est évidemment, qui dit mariage dit mari. Et en 1697, le mariage de Marie-Adélaïde de Savoie avec le duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV et second dans l'ordre de succession au trône, on l'a bien vu, c'est un mariage arrangé, c'est un mariage politique. Quelles relations vont-ils tisser l'un et l'autre ensemble au fil des ans? Je dirais qu'ils sont un couple profondément politique. Ils sont un couple politique parce que, alors, ils ont des caractères très différents. Ils ont aussi grandi dans des milieux familiaux beaucoup différents parce que Marie-Adélaïde a grandi dans une famille très, très intime, très aimante, je dirais, alors que le duc de Bourgogne, il vit presque en étranger avec son père, le grand dauphin. Mais le duc de Bourgogne tombe passionnément amoureux de Marie-Adélaïde. Mais c'est une passion à sens unique, je dirais, parce que Marie-Adélaïde se trouve parfois même gênée par la passion dont le duc de Bourgogne la persécute presque sans répit. Mais elle est très solidaire de son mari. Donc, Hmm. ils comprennent, tous les deux, ils comprennent que pour asseoir leur autorité, il leur faut s'acheminer ensemble vers la Hmm. couronne et donc il leur faut être très solidaires l'un de l'autre. Marie-Adélaïde de Savoie entretient une correspondance avec sa famille, sa grand-mère, ses parents. Qu'est-ce qu'elle leur raconte de sa vie à la cour du roi de France? Qu'est-ce qu'on peut lire dans ces lignes et même entre les lignes? Oui, alors, les premières lettres de Marie-Adélaïde qu'on conserve à Turin, elles sont des courts billets parce qu'il faut dire qu'au début, Marie-Adélaïde a beaucoup de peine à écrire. Elle apprend très, très tard à écrire. Et donc, il faut même la guider pour écrire ses lettres, ses billets. Il faut d'ailleurs songer que Madame de Maintenon surveille de très près sa correspondance et même on a une lettre de Marie-Adélaïde écrite à quatre mains avec Madame de Maintenon. Et donc, il y a le début qui est écrit de la main de Marie-Adélaïde et puis Madame de Maintenon ajoute des lignes écrites de sa propre main. Au fil des années, les lettres deviennent plus longues, en effet, et il s'agit de lettres où Marie-Adélaïde parle de sa santé, de ses enfants, de ses divertissements, mais pas de politique. La politique est interdite de la correspondance et beaucoup de tendresse aussi dans la correspondance de Marie-Adélaïde envers ses parents, mais il faut éviter de toucher des points délicats, des points politiques, des questions militaires, parce que Louis XIV ne les tolérerait certainement pas. Et Victor Amédée II non plus, parce qu'il interdit à sa fille de s'intéresser des questions politiques. Donc, c'est une correspondance très familière, Hmm. très intime sur des questions de la vie privée, de la vie Hmm. intime des Hmm. princesses. Hmm. Elle reverra jamais sa famille. Jamais. Jamais. Est-ce qu'elle éprouvait dans ses lettres de la nostalgie de Turin Oui, on sent beaucoup la nostalgie. Elle écrit à un certain moment tout ce que moi, elle écrit à sa grand-mère, Marie-Jean-Baptiste de Savoie, qu'elle s'amuse beaucoup, elle est très heureuse à Versailles, etc. Mais elle écrit que tout ce que j'ai ici ne m'empêche pas d'aimer et de regretter beaucoup ce que je laissais à Turin. Donc, Hmm. en effet, il y a beaucoup de nostalgie Nostalgie. de sa part. Même peut-être trop de nostalgie, je dirais. Elisabetta Lourgo, dans votre biographie de Marie-Adélaïde de Savoie qui paraît chez Perrin, vous écrivez que le rôle de Marie-Adélaïde, c'était d'assurer une descendance, évidemment, dans la continuité de Louis XIV, du grand dauphin, du duc de Bourgogne, et qu'elle est angoissée face à la grossesse, à l'accouchement. Qu'est-ce qui nous permet de le penser? Oui, alors c'est Madame de Maintenon, en effet, qui blâme souvent, en effet, dans ses lettres, Marie-Adélaïde, de trop craindre l'accouchement. Elle est dans des craintes d'accoucher terribles. Et c'est Marie-Adélaïde elle-même qui écrit à sa grand-mère lorsqu'elle apprend qu'elle attend son troisième enfant. Elle écrit à sa grand-mère qu'elle se serait bien volontiers passée de cette nouvelle grossesse parce que elle craint beaucoup la grossesse. Il faut dire qu'elle a
Il a des très mauvais souvenirs parce que sa mère, Anne-Marie d'Orléans, la duchesse de Savoie, a fait 3 fausses couches. Et la troisième a été particulièrement dramatique parce que l'enfant s'est présenté par le pied. Et donc, la sage-femme n'a pas réussi à extraire l'enfant sans le tuer. Donc, l'enfant est mort avant de sortir du ventre de sa mère. Et il est resté pendant plus d'une heure à moitié hors du ventre de sa mère. On n'arrivait pas à l'extraire. Et lorsqu'on raconte cet épisode, cette tragédie à Marie-Adélaïde, qui se trouve déjà à Versailles, Marie-Adélaïde se met à pleurer. Et il s'est fait expliquer la manœuvre nécessaire pour retourner un enfant dans le ventre de sa mère lorsqu'elle se présente par le pied. Et donc, elle est aussi très, il faut dire qu'elle est aussi très, elle semble aussi très intéressée par je dirais, les côtés pratiques de l'accouchement. Donc, je dirais presque de manière scientifique, elle veut savoir comment se passe un accouchement. Et justement, comment se passaient les grossesses royales et les accouchements à cette époque? Il y avait des médecins qui vous accompagnaient, il y avait des règles à suivre? Oui, il y avait justement un suivi médical presque permanent pour la princesse et la reine, évidemment. Un suivi médical fait aussi d'interdiction et de règles en tout genre. Par exemple, interdiction d'aller en carrosse, d'aller à cheval, d'aller à la chasse, de se promener. Il fallait rester dans sa chambre et on ne pouvait pas, par exemple, danser, participer aux soirées d'appartement. Il y a aussi des médicaments à prendre de manière régulière. Et évidemment, il y a les saignées qui sont presque quelque chose de rituel à cette époque. Il y avait des saignées rituelles au 3e mois de grossesse, au 5e mois de grossesse. Et donc, il y a en effet un suivi en règle, un suivi scientifique et médical en règle. J'ai parlé de la relation étroite qu'ont entretenue Louis XIV et celle qu'il considérait vraiment avec beaucoup d'affection comme sa petite-fille, Marie-Adélaïde. Comment vous, Elisabetta Lourgo, vous définiriez leur relation? Alors, Louis XIV a toujours adoré s'entourer de femmes brillantes, de femmes jeunes. Il avait un véritable culte pour sa mère en Autriche. Et donc, il est tout prêt à ouvrir les bras à Marie-Adélaïde. En effet, il s'attache vraiment profondément à Marie-Adélaïde. On a parlé même de Marie-Adélaïde comme de la dernière passion de Louis XIV, une passion sublimée, évidemment, un amour sublimé, platonique. Moi, je parlerais plutôt d'une relation père-fille, d'une relation paternelle. Donc, Louis XIV a perdu, en effet, sa seule fille légitime, la petite madame à 5 ans. Et donc, en effet, il a un attachement paternel pour Marie-Adélaïde. Il faut dire que c'est un attachement, à mon avis, à sens unique parce que Louis XIV ne remplacera jamais dans le cœur de Marie-Adélaïde. Marie-Adélaïde restera toujours très, très attachée à son père. Et c'est vrai, comme vous le rappelez dans votre biographie, elle a apporté une sorte de jeunesse, nouvelle jeunesse, oui. Vivacité, Oui, de nouveau des balles, oui, des oui, soirées. Donc la cour revivait en quelque sorte. Oui, était en et train la de s'éteindre porte, et hop, oui. elle a rallumé la Oui, lumière. elle apporte un souffle de jeunesse à cette cour vieillissante et à Louis XIV lui-même Ah oui. qui se sent réjouir par cette princesse, par cette petite princesse. Alors, emportée à 26 ans par la maladie, Marie-Adélaïde de Savoie n'est jamais devenue reine de France. Mais est-ce que, en tant qu'épouse de l'héritier du trône, du dauphin, est-ce qu'elle a pu avoir une influence politique? Je parlerai plutôt pas d'influence politique dans le sens littéral du terme, mais je parlerai d'une influence sur la politique de la cour. Voilà. Parce que, par exemple, Marie-Adélaïde organise, par exemple, le mariage du duc de Berry avec la fille du duc d'Orléans. Elle gère aussi la campagne, je dirais, de réhabilitation de la réputation de son mari après les revers militaires pendant la guerre de succession d'Espagne. Donc, en effet, de ce côté-là, on peut parler d'une influence politique. Mais c'est une influence politique
à la cour par une influence politique au sens plus large. Influence politique, non, les sources, je ne parlerai pas d'une véritable influence politique. Mais elle, par exemple, elle ne s'est pas mêlée de politique, même pendant la guerre, quand il y avait des problèmes entre la France et la Savoie. Alors, parce que Victor Aimé II entre au début de la guerre de succession d'Espagne et est allié avec la France, et puis il rompt les relations il se tourne avec l'Espagne. Oui, il s'allie au roi à l'empereur, et donc il devient en effet l'ennemi acharné de la France. Et on accuse notamment Marie Adélaïde d'avoir cherché à infléchir la guerre de succession d'Espagne au profit de Victor Aimé II. Moi, je n'ai pas trouvé des sources qui prouvent cette hypothèse-là. Il faut dire, en effet, que Marie Adélaïde se montre très attachée aux intérêts de son père. Elle écrit même à son père que je ne m'accoutumerai jamais à être dans des intérêts différents des vôtres. Et on sait, par exemple, qu'elle refusait de saluer les officiers qui partaient les officiers français qui partaient combattre en Savoie. Donc, en effet, il y avait un attachement elle avait un attachement aux intérêts du duché de Savoie qui était très viscéral, je dirais, oui, sentimental presque. Mais des preuves d'un véritable double jeu, non, je n'ai pas trouvé des sources qui permettent. Il y avait des soupçons, il y avait des rumeurs, des bruits sur cette... voilà. Marie-Adélaïde de Savoie meurt le 12 février 1712, vraisemblablement emportée par une septicémie bactérienne d'origine dentaire. Est-ce qu'on connaît la réaction du roi Louis XIV quand il apprend la mort de Marie-Adélaïde ? Sans aucun doute, il est très touché par la mort de Marie-Adélaïde parce que elle lui donnait la force de vivre sa vieillesse, sa déchéance. Et il écrit en effet à Marie d'Orléans, à la mère de Marie-Adélaïde. Il évoque Marie-Adélaïde après sa mort et il écrit que son mérite et les agréments de sa personne ne me le feront jamais oublié, donc je ne l'oublierai jamais. Donc, en effet, il a été sans doute très, très touché par cette mort de cette jeune fille qu'il aimait comme une fille. Je crois. Justement, parlons, Elisabeth Lourgue, parlons de la postérité de la duchesse de Bourgogne. 3 ans après sa mort, c'est son dernier fils, Louis XV, qui devient roi de France. Est-ce que, durant son long règne, il rend hommage à sa mère? Est-ce qu'il fait vivre la mémoire de sa mère, Marie-Adélaïde de Savoie? On ne connaît pas de prise de position publique de Louis XV sur ses parents, même pas sur son père. Ils sont morts lorsqu'il avait 2 ans, donc il a très peu connu ses parents. Sa véritable mère a été la duchesse de Ventadour, qui était sa gouvernante, qui lui a sauvé la vie, sauvé véritablement la vie. Il y a une scène au début de très beau film, L'échange de princesse. Il y a Louis XV qui arrive, le petit Louis XV qui arrive à Versailles après des années, qui a vécu au château de Vincennes à Paris. Et il arrive à Versailles dans son appartement, il découvre un buste de Marie-Adélaïde qui se trouve encore aujourd'hui à Versailles, et il embrasse le buste de sa mère. Et on peut rester sur cette image. On aimerait penser que Louis XV aurait aimé en effet connaître, en savoir plus sur ses parents et notamment sur sa mère, en effet. Comment vous expliquez, c'est pour conclure, Elisabeth Lourgo, qu'elle croyait qu'elle ne passerait pas à la postérité en mourant et que finalement, 3 siècles plus tard, on se souvient beaucoup plus d'elle que de son époux qui, lui, était le dauphin de France? Oui. Parce que je crois que Marie-Adélaïde, moi je l'écris à la toute fin de mon livre, Marie-Adélaïde c'est un personnage, elle est toujours sous le feu de la rampe, mais elle demeure insaisissable. Et donc c'est un personnage très moderne qui, par certains aspects, annonce déjà les lumières d'un monde nouveau. Je ferai une comparaison avec Marie-Antoinette. C'est l'inconnue la plus célèbre. Oui, c'est une célèbre inconnue. Et en effet,
quelle reine aurait-elle fait? Et ça, Ouais. c'est une vraie question question. fascinante et je crois qu'elle aurait fait Une grande reine. très grande reine. Le problème, Une très c'est que grande son reine de mari n'aurait France. pas fait un grand Oui, roi. c'est Et ça. donc, bon, c'est les hommes qui régnaient à l'époque. Ça, ce serait une uchronie Oui, très tant intéressante à à faire vivre. Merci beaucoup, Elisabeth Merci à vous. Alourgo, de nous avoir accompagnés cet après-midi dans Historiquement Vôtre pour retracer la véritable histoire de Marie-Adélaïde de Savoie, la mère du roi Louis XV, qui n'a jamais été reine. Pour en savoir plus encore, je rappelle que la biographie que vous lui consacrez vient de paraître aux éditions Perrin. Historiquement vôtre sur Europe 1 et en podcast sur europe1.fr.